Ça me fait plaisir de vous présenter notre prochaine invitée que vous connaissez tous et toutes. Donc, Dr. Sylvie Cossette. Dr. Cossette, Sylvie, détentrice d'un PhD de l'École des sciences infirmières à McGill, qui a œuvré comme professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheure régulière à l'Institut de cardiologie de Montréal jusqu'en août 2021. Donc, oui, Sylvie a pris sa retraite, mais elle est restée professeure associée et chercheur associée dans ces mêmes institutions. Les travaux de recherche de Sylvie ont été ciblés sur les soins et services aux personnes atteintes de maladies cardiaques, mieux les soutenir et favoriser un meilleur établissement. On fait l'objet de plus d'une centaine d'articles dans des revues revisées par les pairs et de centaines de conférences scientifiques. Sylvie a supervisé une quarantaine d'étudiants au cycle supérieur. Tous ont obtenu des bourses d'études prestigieuses, sont membres du RÉSIC, sont devenus professeurs dans des universités au Québec ou ailleurs dans le monde. Sylvie a été co-directrice du RÉSIC de 2006 à 2020, en tandem avec sa collègue et amie, qui est aussi la mienne, Dr. Nancy Fili de l'Université McGill. Ces deux acolytes ont réalisé 3 renouvellements de notre réseau, ce qui a permis à de nombreux chercheurs et étudiants de bénéficier de ce réseautage qui est tout à fait unique dans notre province. Sylvie a pris le relais de Josée en juillet 2020 comme éditrice en chef de la revue Sciences infirmières et pratiques en santé et elle vient nous en parler. Alors, bienvenue Sylvie et merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour la belle introduction. Écoutez, puis je voulais aussi remercier l'équipe pour avoir mon nom et au nom de Letty certainement et de Catherine pour les remerciements du début et tout ça. C'était une belle aventure, une grande aventure. On continue d'être avec vous sur différentes formes, mais ça nous fait toujours plaisir. Puis quand je regarde la mosaïque de visages, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a peut-être la moitié de la mosaïque, c'est des personnes que j'ai connues, puis la moitié qui est la relève. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que là, on voit vraiment que le cheminement de toute cette communauté infirmière en recherche est extraordinaire. Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous parler je vais partager l'écran. Est-ce que je dois pouvoir, j'imagine? Voilà. Oui. OK. Je vais essayer de partager ça. Voilà. Vous pouvez voir l'écran ou est-ce que ça va? Oui? Okay. Oui, c'est parfait. OK, merci, parce que je partage mes... Non, je vais mettre ça là. avec les deux écrans et tout. Donc, je vais vous parler, oui, de la revue Sciences infirmières et pratiques en santé et aussi du fait qu'on se trouve à la croisée des chemins par rapport à la diffusion de la recherche dans le monde actuel en sciences infirmières et partout ailleurs d'ailleurs. Donc, la présentation va porter sur 3 thématiques. Donc, des informations ou des connaissances sur le mouvement vers la science ouverte, les enjeux scientifiques et économiques qui sont reliés à ça, le positionnement de la revue Sciences infirmières et pratiques en santé qui est éditée, on s'en souvient, par le RÉSIC en tant que modèle de diffusion de connaissances que j'ai nommé économiquement vert, et ensuite une discussion sur les opportunités et enjeux associés avec l'engagement de diffusion en libre accès et la gratuité pour les auteurs. Donc, le mouvement vers la science ouverte, on est dans un changement de paradigme depuis une vingtaine d'années, je pourrais dire. Donc, du côté gauche, on voit un peu l'historique où les savoirs étaient réservés à l'élite, aux élites internationaux. Avec l'utilisation de moyens de communication traditionnels, on a connu les bibliothèques universitaires, les bibliothèques d'établissements hospitaliers, où il y avait des abonnements qui étaient payés à des compagnies qui produisent ces revues-là, d'abord en format papier, puis sur le web. Je vais parler plutôt de la littérature écrite ici par rapport à la littérature orale. Évidemment, il y a tout l'aspect des conférences, etc., que je ne vais pas aborder dans la présentation aujourd'hui. Mais on sait qu'on a des chiffres qui persistent avec le temps, qu'il y a un faible pourcentage des découvertes
qui sont mises en pratique. Il y avait un chiffre de 15% qui tourne depuis les 20 dernières années sur l'application de connaissances et en fait, un des moyens potentiels d'améliorer cette mise en pratique des connaissances est le libre accès. Donc, le changement de paradigme, on s'en va vers une science qui est plus ouverte pour vraiment dynamiser le développement et l'utilisation des connaissances. La science ouverte est très large. C'est pas seulement, on s'entend, de la diffusion, donc la littérature écrite qui va transmettre les informations sur les nouvelles connaissances. C'est beaucoup plus que ça. L'engagement patient, vraiment tout le mouvement de comment se développe la science et aussi comment le partage des savoirs se réalise. Je vais encore me concentrer sur la diffusion par rapport aux connaissances scientifiques. Donc, on s'en va vers un développement et partage des savoirs par le plus grand nombre et pour le plus grand nombre, et l'arrimage le mieux possible entre la production et l'utilisation des connaissances, et ça nous amène vers le thème du libre accès. Donc, la question qu'on posait, est-ce que la diffusion du savoir, c'est maintenant un luxe? Et oui, c'est un luxe parce qu'il y a plusieurs coûts pour cette diffusion-là, des coûts réels, si on peut dire effectifs, pour la gestion, la diffusion, l'indexation, le maintien des plateformes, sont des coûts qui sont des salaires, des appareillages, etc. Donc, c'est des coûts réels ou effectifs. Les coûts sont aussi des profits commerciaux parce que les personnes qui s'occupent de ça, c'est des compagnies, donc évidemment, qui ont des comptes à rendre sur des profits. Et on sait maintenant que plus de la moitié des publications savantes dans le monde actuel sont contrôlées par 5 grands éditeurs commerciaux. Donc, évidemment, les coûts vont la moitié aussi à ces éditeurs-là qui redistribuent ces coûts-là. Qui paye ces coûts-là? Donc, c'est le citoyen au bout du compte. C'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est les producteurs de connaissances, donc les chercheurs, les organismes subventionnaires, par des subventions de recherche. Mais encore là, ces argents-là, c'est de l'argent qui est public, qui vient des taxes, impôts et du citoyen. Donc, c'est le citoyen qui, au final, va payer le fait que la connaissance est diffusée par un éditeur commercial et qui s'en va retourne au grand public. Il y a aussi les utilisateurs de connaissances qui payent des coûts. Donc, encore là, les bibliothèques, établissements, les abonnements, etc. Et c'est le grand danger de ça, c'est que les coûts ont tellement augmenté qu'il y a plusieurs bibliothèques, par exemple, qui coupent des abonnements, etc. Donc, un exemple, puis sûrement que la plupart d'entre vous avaient vécu ces belles expériences-là, le prix, c'est toujours en US, pour publier en accès libre, sur les sites, par exemple, Elsevier, ça va de 150 $ à 9 900, excluding taxes. Le journal, la revue, c'est-à-dire, excusez, qui est la cotée, si on veut, en sciences infirmières, l'International Journal of Nursing Studies, c'est 4 340 $ américains pour publier en libre accès. Si on va du côté de l'Épine-Cote, ben écoutez, les prix pour une publication, c'est 3 000 $ ou jusqu'à 4 000 $ dans la revue Nursing Research. Je faisais un petit exercice en bas à droite. Chacune d'entre nous, admettons qu'on est 70 aujourd'hui sur la mosaïque, qui a payé ces coûts-là, mais c'est 210 000 $ si on publie un article par année qui s'en va dans les consortiums pour défrayer un article par année par chercheur aujourd'hui qu'on se trouve en réunion. Donc, des conséquences, il y en a plusieurs. Et une, c'est qu'il faut être riche pour publier. Puis les impacts négatifs, c'est nombreux pour les moins riches. Donc, du côté de la génération, production de connaissances, évidemment, les publications en libre accès, donc qui vont être accessibles à tous et plus rapidement souvent, c'est tributaire du financement de recherche. Et le financement, ben, on sait que c'est inégal selon les disciplines. Pensons juste sciences humaines versus sciences santé. Au Canada, 50% des budgets des IRSC sont en santé, 25% sont en sciences humaines, 25% en sciences de la nature. Le financement de la recherche aussi est inégal selon les impacts immédiats sur la société. Donc, la recherche stratégique pour répondre à des besoins urgents, exemple, tout ce qui est COVID versus la
recherche libre qui va amener à des résultats plus loin et on ne sait pas toujours lesquels résultats, mais ça mène souvent des choses. Donc, c'est vraiment des enjeux aussi sur le type de recherche qui va être financé. Il y a des impacts pensant à nos étudiants. Donc, si les étudiants ne peuvent pas défrayer un libre accès, ils vont avoir moins de publications égale moins de bourses pour les étudiants aussi. Et évidemment, les impacts sur l'emploi et la carrière pour les professeurs-chercheurs en raison des critères qui existent encore, je vais en reparler plus tard, de promotion et d'avancement dans la carrière. Pour l'utilisation de connaissances, dont on a parlé tantôt, réduction des collections dans les bibliothèques, réduction de l'accès au savoir. Il y a peu de retombées de la recherche sur le devenir des individus, sur la santé des populations. Puis, une mention, il y a peu de disponibilité aussi en langue française, qui est connue depuis assez longtemps. Donc, le mouvement, dont je parle de libre accès, c'est là, il existe, c'est là juste pour rester et grandir. Ça fait déjà 20 ans qu'il y a eu une initiative à Budapest où un consortium a signé un accord, si on peut dire, pour dire que ce sera le libre accès par défaut. Supprimer les obstacles, en fait, pour restreindre l'accès va accélérer la recherche, enrichir l'enseignement, partager le savoir des riches avec les pauvres et des pauvres avec les riches, donc plus d'équilibre, puis rendre à la littérature son potentiel d'utilité. Ça donne aussi à l'auteur et à ses travaux, on s'entend, une visibilité et un impact sur la santé des populations avec un nouveau public qui est élargi. C'est pas toutes les personnes qui ont l'argent pour s'abonner puis avoir accès à une bibliothèque. Souvent, on reçoit comme chercheurs des demandes d'articles qui nous proviennent de pays où ils n'ont pas d'accès dans des bibliothèques. Ils nous disent, pouvez-vous m'envoyer le PDF, s'il vous plaît? Vous avez sûrement tout connu ça. Donc, la pertinence de la diffusion des savoirs, écoutez, c'est pas seulement nous qui le disons. Les orientations stratégiques de l'OMS, il y a un plan d'action qui vise davantage l'intégration de la recherche dans la pratique clinique. Les pratiques fondées sur les données probantes, la formation continue des infirmières donnent des meilleurs résultats sur la santé des patients. Très récemment, les États généraux de l'OIQ, il y a une mention de revoir le rapport à l'innovation et à la science. Donc, on observe que les projets développés en milieu clinique font l'objet d'un rayonnement restreint, donc on parle de diffusion. Il y a plusieurs infirmières qui n'ont pas accès à des bases de données scientifiques et ça, même l'accès aux pratiques innovantes favorise le développement de l'expertise au bénéfice de la population. Donc, je vais vous parler maintenant de la revue et ce que l'on propose avec cela. Donc, j'ai marqué cette occasion en or avec un beau petit jaune or, n'est-ce pas, pour le transfert équitable de connaissances. La revue, c'est une revue savante en ligne, seulement sur le web, en libre accès pour les lecteurs et gratuite pour les auteurs. Il y a toujours ces deux aspects-là qu'on ne distingue pas toujours. Parfois, il y a des frais pour l'un ou pour l'autre. Pour la revue, pour l'instant, il n'y a pas de frais ni pour les lecteurs ni pour les auteurs. La revue rencontre les plus hauts standards internationaux de qualité. Il y a une évaluation par les pairs en double insu. Elle est indexée dans le DOAJ, qui est un répertoire de revues coté selon des critères très spécifiques de qualité. L'éditeur officiel, c'est le RISIC. Et le premier numéro a été lancé au CIDIEF en 2018 par Josée Côté et Maria Cecilia. Josée était rédactrice de 2018 à 2020. J'ai pris la relève en 2020. Depuis ce temps, il y a 35 articles publiés, la moitié en anglais, la moitié en français. C'était pas calculé, c'est arrivé comme ça. Les résumés des articles et les éditoriaux sont dans les deux langues. L'équipe éditoriale de la revue, on invite les auteurs à soumettre des articles dans les domaines des pratiques auprès des personnes, familles, communautés, populations, pratiques organisationnelles, pratiques éducatives, puis les pratiques sociopolitiques. Donc, on ne parle pas seulement des pratiques de soins auprès des clientèles, donc différentes pratiques qui sont bienvenues dans la revue. Il y a 5 types d'articles: recherche empirique, synthèse de connaissances, méthodologie et discussion théorique, protocole de recherche, un nouveau catalogue, je me trompe souvent de titre, et des articles d'application de connaissances. Donc, vous pouvez soumettre en anglais, en français et avec un résumé dans les deux langues.
Ce qui est publié jusqu'à date, on voit que 40% des articles touchent les soins des clientèles, 30% organisation des soins services, méthode et théorie 20% et formation 11%. Donc, une majorité, c'est vraiment les soins et l'organisation des services qui sont publiés. Les régions du Québec, d'où viennent les articles, Montréal, il y a 2 universités, où il y a le plus grand nombre de chercheurs. Outaouais, Estrie, Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue. Donc, les travaux se font partout au Québec ou presque. Il y a le quart des articles que c'est un étudiant qui est premier auteur. Puis, il y en a le tiers qui implique des chercheurs de l'international, incluant hors du Québec. Donc, pendant la pandémie, je mentionne que les chercheuses sont au rendez-vous. Il y a eu plusieurs articles qui ont été produits dans ce numéro spécial. Puis les thématiques sont très intéressantes juste à survoler. Le respect du confinement, l'échelle de part de la COVID dont Céline parlait tantôt, comment préparer mieux les professionnels de la santé à une revue des écrits, des approches de synthèse de connaissances pour mieux informer les décisions cliniques. Il y a eu des protocoles, donc des recherches qui sont encore en cours sur les soins de fin de vie, les soins pour les personnes avec démence, la santé psychologique des infirmières, puis il y a des mesures de coûts associées avec la gestion de la COVID. Donc, c'est des recherches en cours où les résultats devraient arriver dans les mois, années qui viennent. D'autres articles qui sont publiés qui rejoignent les enjeux actuels. On parle de leadership transformationnel des infirmières gestionnaires, transfert de connaissances après une formation de e-learning, les activités d'éducation continue, de formation continue, puis les recherches orientées chez le patient. Donc, il y a différents types d'articles qui orientent la pratique infirmière et aussi les orientations sur lesquelles devraient être prises les tendances au plan méthodologique. Depuis le mois d'octobre, on a ouvert un nouveau format de publication rapide pour mieux informer encore la société. Donc, il y a des post-publications, c'est des articles qui ont été revisés par les pairs, qui sont prêts à être publiés, et plutôt que d'attendre à la date de publication, la prochaine date c'est décembre, ils sont mis en format rapide sur le site web pour informer et ils vont être repris dans le numéro régulier de décembre. Où est-ce qu'on est vu? Il y a beaucoup, évidemment, la majorité des pages qui sont vues viennent du Canada, des États-Unis. Je vais revenir sur la Bulgarie. La France, la Chine, Grande-Bretagne, Suisse, Suède, qui sont en ligne. Il faut prendre avec un bémol ces chiffres-là. Je vous dirais, je n'ai pas entièrement confiance, mais ça donne une idée de comment ça peut être vu à travers le monde. J'ai regardé des graphiques sur l'évolution aussi depuis le mois de mai. Nous avons transité dans un site qui est canadien, comme je l'ai mentionné, et on voit que le nombre de pages vues augmente, a augmenté jusqu'au mois d'août, septembre, et au Canada et aux États-Unis. La France augmente aussi, on voit qu'il y a plus de lecture qui se fait. Il y a différents pays qui se développent au début. Par exemple, Israël était très présent, semble diminuer. Puis ces données-là vont nous donner des pistes, en fait, pour orienter notre stratégie d'indexation puis de diffusion par la suite pour les prochaines années. Je mentionnais la Bulgarie, c'est probablement des données aberrantes qui sont la grande colonne à droite là-bas. Là. Donc, comme José a mentionné au début, il y a une valorisation des publications scientifiques en langue française qui se fait au Québec, pas seulement par nous. Le FRSQS a lancé un concours et le premier résultat du concours, c'est un article paru dans notre revue. Donc, on peut être très fiers et de l'article, félicitations Madame Verdon, et aussi du fait que c'est notre revue qui a gagné ce premier prix-là. En fait, de développement stratégique, on était vraiment des pionniers pendant les 3 dernières années. Il y a une transition qui s'est faite d'une plateforme américaine sur une plateforme canadienne à but non lucratif. Donc,
En fait, encore là, c'est pour conserver les expertises au Québec, conserver l'argent au Québec le plus possible. Donc, on est sur une plateforme pan-canadienne qui se nomme Érudit et on utilise un système Open Journal System, qui est un système gratuit d'utilisation qui se construit par les utilisateurs. Donc, avec ça, l'économie, au lieu de payer le 14 500 $ américains par année qu'on donnait à la compagnie, on le récupère et ça nous permet de créer du développement ici au Québec. On est engagé dans le mouvement du libre accès et de la science ouverte. On conserve les expertises au Québec. La revue est en pleine expansion d'indexation. On est dans le DOAJ, vous êtes retrouvés sur le Google Scholar. On est en démarche en cours auprès d'autres agrégateurs. Il faut faire les demandes un à la fois. Donc, c'est vraiment un travail d'indexation qui est à créer. On est aussi à créer des métriques qui vont apparaître sur les articles pour que vous puissiez, vous, comme auteur, voir ce qui se passe au fur et à mesure dans la publication puis la visibilité de vos articles. Donc, vraiment, le site est en développement et Mélina y travaille extrêmement fort. Je vais vous la présenter tantôt. On est à la croisée des chemins, puis je dirais que l'équation n'est pas simple parce qu'il y a deux aspects dans cette avancée-là. Pour la production de connaissances, on sait qu'il y a beaucoup de résistance au changement, puis on sait que les critères de qualité, on n'est pas encore rendu dans un monde idéal, si on veut. Les critères ne sont pas encore alignés. On est en deux époques, entre l'époque où c'était les critères traditionnels, les gros facteurs d'impact publiés dans une revue, et on passe maintenant dans une autre étape où ce ne sera plus ça, les critères. Ça va être de publier en libre accès, de conserver nos expertises au Québec. Donc, on est vraiment entre les deux. Mais, en fait, c'est difficile pour les gens de savoir quoi faire. Qu'est-ce que je fais pour ma science que j'ai produite pour qu'elle ait une plus grande visibilité, tout en reconnaissant que, par exemple, les critères d'évaluation des dossiers de promotion des chercheurs, c'est très important, c'est le travail, puis tout le monde sait que c'est ça qui fait partie de c'est notre job, c'est notre salaire, c'est notre carrière au bout du compte. Donc, c'est en train de changer aussi. Les critères de financement des organismes publics sont en train de changer. Donc, ça va être un requis d'avoir des publications en libre accès, alors qu'avant, c'était optionnel. Donc, maintenant, c'est des obligations. Puis, les critères de qualité, par exemple, les facteurs d'impact des revues, de dire tel chercheur a publié dans telle revue, c'est en train de changer, ça aussi. Ce ne sera plus nécessairement les facteurs d'impact, les indices traditionnels qui vont être regardés, mais l'impact vraiment de la publication pour voir qu'est-ce que ça a donné sur la santé des individus, des populations, quel est l'impact, comment est-ce que c'est reconnu, comment est-ce que c'est cité, comment est-ce que c'est utilisé. Je demandais à un moment donné à des grands experts dans le domaine, pour ne pas le nommer Vincent Larivière, j'ai dit, est-ce que c'est possible que ça retourne en arrière? Y a-t-il une possibilité qu'on recule là-dedans? Puis, tout le monde s'entend sur la planète qu'il n'y en a pas de retour en arrière, donc on s'aligne vers ce type de diffusion-là. Donc, pourquoi on faisait une revue éditée et publiée au Québec? Bien, pour la société, en fait, la population, on peut amener des pistes de solutions pour améliorer le devenir des individus et des populations. On conserve les expertises au Québec et l'argent si on peut, puis ça nous permet de faire rayonner au plan national, international, les travaux réalisés au Québec, ce qu'on fait peu de tradition. Pour la science, ben, c'est la pertinence clinique, théorique, méthodologique des problèmes abordés. On a notre population qui est avec nous, les professionnels qui sont avec nous. Donc, c'est beaucoup plus lié avec les problématiques que l'on vit dans notre système de santé. La rigueur est reconnue des travaux de recherche réalisés au Québec. Quand on va présenter à l'extérieur, vous savez que c'est toujours très bien regardé parce que les gens connaissent notre rigueur scientifique. Puis on est très près des clientèles, des soignants, on travaille avec les milieux, donc la pertinence clinique est toujours présente. Pour la communauté infirmière, ben, travailler ensemble pour améliorer les soins et les services, c'est ce qu'on vise, autant en recherche, en clinique, en gestion, en formation. Développement d'une culture de recherche, c'est un bien grand mot. S'approprier une démarche scientifique en tant que communauté infirmière, ça aussi, c'est un désir qui existe depuis longtemps, autant par la recherche que par la formation. Et à l'intérieur de la clinique aussi, comment est-ce qu'on peut arrimer toutes ces expertises-là pour s'enrichir mutuellement.
Puis moi, je dis aussi que ça crée un sentiment d'appartenance, de fierté, puis une motivation à se dépasser quand chaque infirmière dit, moi, je sais pourquoi je fais tel soin, telle façon de faire. Je l'ai basé sur des connaissances qui existent. Je suis capable de faire mon argument auprès de l'équipe interprofessionnelle. Je suis capable de dire à mon décideur, voici ce qu'on devrait faire de la façon, les meilleures façons de le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour aussi contribuer à ce que les infirmières soient fiers de leur travail puis reconnaissent puis connaissent leur travail. Les développements en vue, évidemment, il y a des choses qui restent à faire. On veut développer l'équipe éditoriale, on va avoir un comité consultatif international, un comité éditorial, des éditeurs invités, éditeurs de contenu, impliquer les étudiants beaucoup plus, les citoyens, les cliniciens dans tous les processus et instances. On veut améliorer, pour ceux qui sont experts dans les sites Internet, on veut continuer à améliorer le site Internet, créer un logo. On voudrait aussi augmenter le nombre d'articles reçus et publiés, consolider nos collections. La visibilité, c'est extrêmement important. Il faut poursuivre l'indexation. Les médias sociaux, visibilité des métriques de consultation sur le site, collaboration avec des ordres professionnels. On a toutes ces visées-là en tête. Pour le financement, en fait, on a proposé ça. On a fait une demande de financement au CRSH en septembre 2021, on va savoir en 2022 si on a ce financement-là. C'est des financements pour l'édition savante. On pense qu'il y a des avenues en philanthropie. C'est possible que vous voyez un bouton de don sur le site web qui apparaît dans les prochains mois pour une forme de financement. Donc, c'est les développements qu'on pense pour les prochaines années. Et évidemment, il y a une invitation. Et là, je pense que c'est ça qui est le plus important. Nous vous invitons de soumettre à la revue et économiser, participer à sa renommée, participer au changement de paradigme et de transformation des pratiques. On vous invite à participer au déploiement de la revue comme éditeur, comme comité éditorial de section. Vous savez qu'il y a des sections méthodologiques, théoriques, etc., transfert de connaissances. Soyez des évaluateurs dédiés. On va faire des invitations aux gestionnaires, cliniciens, décideurs aussi. On va aussi chercher des artistes pour illustrer, amener la dimension artistique dans les logos, dans les façons de présenter ou façons aussi de diffuser l'information. Si vous avez des expertises en diffusion des moyens technologiques, vous êtes les bienvenus. Et évidemment, des expertises en financement, vous êtes les bienvenus aussi. Je rappelle le principe tantôt que je parlais du 3 000 US que ça coûte pour publier un article. C'est quand même beaucoup de sous, là, 210 000 qui sont... puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire si on avait ce montant-là? C'est 3 fois ce que ça coûte annuellement pour faire rouler cette revue-là. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux faire? Comment est-ce qu'on peut participer à ce grand changement-là? Non pas seulement pour la revue, mais aussi surtout pour comment est-ce qu'on ouvre cette science-là, qu'on arrive proche des soins, proche des populations, pour que tout le monde se l'approprie ensemble. J'ai mis le contact ici de ma collègue Mélina Bernier. Je ne sais pas si elle devrait être quelque part sur la mosaïque. Mélina, toutes les personnes qui ont eu contact avec la revue ont eu contact avec Mélina et je vous invite à la contacter, puis ça va lui faire plaisir de vous donner d'autres informations. Pour le moment, ça me ferait plaisir aussi de répondre s'il y a des questions ou points de clarification, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Sylvie. Une présentation très, très stimulante. Puis, je pense qu'on a de quoi être fiers de cette revue-là. Hein, qui permet de faire rayonner la recherche infirmière, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Puis, il y avait un commentaire là, de Chantal Verdon qui disait bon, bravo à la revue et que l'impact de consultation à travers le monde a eu peut-être un impact sur son prix, mais je suis certaine, et je vais rajouter ça, que la qualité de l'article y était pour beaucoup. Donc, je voulais partager ceci. On pourrait peut-être prendre une question. On va devoir aller en pause pour vous permettre de vous dégourdir un peu avant l'activité qu'on a cet après-midi. Donc, peut-être une question? Moi, j'inviterais, s'il n'y a pas de questions, Mélina, est-ce que tu peux
juste te présenter, dire, je te vois, j'aime te voir, te visualiser. Comme ça, les gens vont pouvoir savoir le beau visage en arrière des... Ben, oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis la coordonnatrice de rédaction et de production de la revue Sciences infirmières et pratiques en santé depuis novembre 2018. Donc, j'en profite pour remercier Mme Pepin, Mme Côté qui m'ont embauchée il y a 3 ans dans cette superbe aventure. Donc, je remercie Sylvie aussi pour sa collaboration et la superbe présentation qu'elle a donnée. Je ne vais pas prendre trop de temps, je préférerais qu'il y ait une question, mais brièvement, pour vous dire notre approche de travail, Sylvie et moi, on est constamment dans la recherche de solutions, constamment dans la recherche de la qualité et de l'innovation avec la revue. Donc, si vous avez des enjeux qui vous tiennent à cœur par rapport à la publication, soit parce que vous avez déjà publié dans la revue ou vous souhaitez publier dans la revue, vous avez des questions, des préoccupations, ne vous gênez surtout pas pour me contacter à cet égard-là. J'ai eu une question récemment par rapport à l'orchide. Est-ce qu'on peut afficher l'orchide? Comment ça fonctionne? J'ai pris action par rapport à ça. On a déjà avancé dans le dossier. Donc, vraiment, c'est comment dirais-je, une relation personnalisée à chaque fois. Donc, il ne faut pas se gêner. Contactez-nous, on est là. Même si on est sur Internet et par courriel, il ne faut surtout pas se gêner. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mélina. Puis, en fait, oui, Mélina est une ressource très, très précieuse dans tout le processus là, de la soumission à la publication, puis un savoir là, tout à fait précieux et apprécié. Donc, merci. Chantal avait la main levée. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot. Bien, si je peux juste me permettre, vous le savez, mais Madame Bernier, elle le sait, mais je l'ai remerciée plus d'une fois, mais je veux juste réitérer devant peut-être tout le monde que ce prix-là, je l'ai reçu et c'est grâce à elle parce elle m'a écrit, en tout cas, j'ai reçu un courriel m'informant de ce prix-là et c'est ça, j'ai postulé, puis c'est pas rien parce que c'est quand même le prix Alice Girard, là, qui est quand même une infirmière rattachée à nos activités en recherche. En tout cas, je veux juste vous dire que moi, je promouvois énormément cette revue-là. Puis, je suis vraiment... En tout cas, votre présentation était éloquente, puis le travail que vous faites est admirable. Fait que je vous félicite, puis je vous remercie beaucoup. Ça a été une très belle expérience avec Madame Bernier. Je pense que toutes les deux, on a appris énormément. Donc, c'est le fun de mettre un visage sur un nom. Donc, merci. Merci vraiment beaucoup. Merci Chantal, merci tout le monde. Donc, on vous invite à soumettre dans la revue étudiants, chercheurs, cliniciens, décideurs. C'est pour tout le monde, donc il faut saisir l'opportunité.